L'acajou poli de la table de conférence semblait aussi froid que l'espace qui les séparait. Liam tenait le stylo, un objet en plastique bon marché fourni par le notaire. Sa légèreté contrastait fortement avec le poids du document sous sa main. Il sentait le regard d'Isabelle sur lui, un mélange d'anxiété et de soulagement triomphant. Elle pensait que c'était le dernier obstacle, le dernier moment désagréable avant de pouvoir obtenir ce qu'elle voulait. Un mari beau, docile et tenu à l'écart des affaires sérieuses de la fortune de sa famille. En face d'elle, son père, Arthur Vance, s'adossait à son fauteuil en cuir, l'incarnation même de la satisfaction patriarcale. Il avait assuré son héritage, isolé son empire de l'emprise potentielle d'un homme qu'il considérait comme un ajout charmant, mais finalement insignifiant, au portrait de famille. Isabelle croyait protéger son avenir. C'était une femme prévoyante, une pragmatique. Ce document, avec ses clauses froides et cliniques, était une forteresse qu'elle construisait autour de son héritage. Autour de la vie qu'elle avait toujours connue et qu'elle avait l'intention de conserver. Elle observait la main de Liam, attendant le trait d'encre lisse et sombre qui confirmerait sa place dans son monde à elle. Une place qu'elle avait soigneusement délimitée. Elle l'aimait, pensait-elle, mais l'amour était une émotion, la richesse était une réalité, et les réalités devaient être gérées. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre dans son monde de surface polie et d'actifs déclarés, c'était que l'homme assis en face d'elle n'était pas un invité sur le point d'entrer dans sa forteresse. Il était l'architecte du sol même sur lequel elle était construite. En l'espace de quelques minutes, les murs de sa réalité soigneusement construite ne seraient pas seulement franchis. Il se révélerait être une illusion qu'elle s'était construite pour elle-même. Le stylo dans la main de Liam n'était pas en train d'effacer son avenir à lui. Il débouchait l'encre sur le sien. Nous aimons raconter des histoires sur ces moments qui changent tout. Si vous les aimez aussi, et nous espérons que c'est le cas, prenez une seconde pour cliquer sur ce bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits de revirements dramatiques et de vérités cachées. Nous sommes toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent, alors laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Maintenant, voyons comment une simple signature peut déclencher un tremblement de terre que personne n'avait vu venir. Leur histoire avait commencé, comme beaucoup d'autres, par une étincelle d'alchimie indéniable. Ils s'étaient rencontrés lors d'un vernissage de galerie. Un monde dans lequel Isabelle naviguait avec la grâce naturelle d'une habituée, et que Liam observait avec l'œil aiguisé d'un homme qui comprend la structure. Il était silencieux, mais sa présence était solide, ancrée. Il ne gravitait pas dans la pièce comme tant d'autres, désespérés d'être vus. Il se tenait près d'une sculpture monolithique en acier, son regard analytique, appréciateur. Isabelle, habituée à être le centre de gravité de n'importe quelle pièce, se sentit attirée par son immobilité. Il parlait de l'art non pas en termes de valeur marchande, un langage qu'elle maîtrisait couramment, mais en termes d'intégrité spatiale, de sa relation avec la lumière, de la façon dont il forçait un spectateur à se déplacer autour de lui. Il était architecte, expliqua-t-il, et il voyait le monde comme une série d'espaces interconnectés. Au cours de ses premiers mois, sa nature silencieuse était une nouveauté charmante. Il écoutait plus qu'il ne parlait, son attention, un faisceau chaleureux et concentré qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus fascinante du monde. Il semblait totalement indifférent à son nom de famille ou aux signes évidents de sa richesse. Il était impressionné par son esprit, son ambition en tant que vice-présidente principale dans l'entreprise de son père, Vance Innovation. Il la trouvait belle, bien sûr, mais il lui dit que c'était sa détermination qui l'admirait le plus. Pour une femme qui avait souvent eu l'impression que son identité se résumait simplement à être la fille d'Arthur Vance, c'était enivrant. Liam la voyait, du moins le croyait-elle. La première fissure dans la façade apparut lors d'un dîner au domaine de la famille Vance, un vaste manoir qui semblait conçu pour rappeler aux visiteurs leur propre médiocrité. C'était un événement informel, juste Liam, Isabelle, et ses parents Arthur et Eleanor. Arthur, un homme qui mesurait les autres à leur valeur nette et au prestige de leur papier en tête, avait tourné autour du sujet de la carrière de Liam toute la soirée. Il le faisait avec un vernis d'intérêt poli qui dissimulait à peine son jugement dédaigneux. Un architecte, songea Arthur, en faisant tourner un Bordeaux qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Liam. Une noble profession, construire des choses, du tangible, j'admire cela. Le mot admirer fut prononcé avec le même ton que l'on pourrait employer pour l'art en macaroni d'un enfant. Cela doit être gratifiant de travailler de ses mains pour créer quelque chose à partir de rien, un vrai travail authentique. Liam sourit calmement, refusant de mordre à l'hameçon.
Il y a un peu de cela, mais il s'agit surtout de résoudre des problèmes, comment les gens vivent, comment ils travaillent, comment un bâtiment peut façonner leur expérience. C'est plus une question de psychologie que de briques et de mortier. Isabelle, sentant la condescendance de son père, essaya de combler le fossé, mais finit par le creuser davantage. Liam est incroyablement talentueux papa. Il a conçu une magnifique bibliothèque municipale pro bono l'année dernière. La ville lui a même décerné un petit prix pour cela. Elle pensait faire un compliment, mais l'accent mis sur pro bono et petit prix ne servit qu'à présenter son travail comme un passe-temps pittoresque plutôt que comme une profession lucrative. Eleanor Vance, une femme dont les contributions aux conversations se limitaient généralement aux arrangements mondains et aux compliments passifs-agressifs, intervint. Comme c'est charmant, mon cher, c'est si important de redonner, surtout quand on en a le temps. L'insinuation selon laquelle le temps de Liam n'était pas particulièrement précieux flottait dans l'air. Le regard de Liam resta fixe. Il ne s'agita pas, il ne se précipita pas pour se défendre. Sa main droite reposait sur la table. Ses doigts effleurant légèrement le côté d'un élégant stylo plume noir mat qu'il avait placé à côté de son assiette. C'était une de ses habitudes. Il avait toujours un instrument d'écriture de qualité avec lui. Pour les Vance, ce n'était qu'un stylo. Un stylo d'apparence chère, peut-être, mais un simple accessoire. Il ne pouvait pas savoir que le stylo était une commande sur mesure de Montblanc, un cadeau personnel d'un cheikh qatari pour lequel Liam venait d'achever la conception d'un musée d'art privé à Doha. Un projet avec un budget qui aurait pu acheter le domaine des Vance 3 fois. Le stylo n'était pas un accessoire. C'était un trophée, le témoignage silencieux d'un monde de succès qu'il ne pouvait même pas concevoir qu'il puisse habiter. Il hocha simplement la tête en direction d'Eleanor. Je suis d'accord, redonner est une récompense en soi. Plus tard dans la soirée, alors qu'il ramenait Isabelle chez elle dans sa berline respectable mais banale, elle avait essayé de s'excuser pour son père. Papa peut être un peu traditionnel, avait-elle dit en lui touchant le bras. Il vient d'un monde où tout est question d'échelle, de méga-fusion, de marchés mondiaux. Il n'apprécie pas toujours les beaux-arts. Il t'aime. Il est protecteur. Je comprends, avait répondu Liam d'une voix neutre, mais il comprenait bien plus qu'elle ne le pensait. Il comprenait qu'il était pesé et mesuré, et que dans le grand livre de comptes de la famille Vance, il n'était pas à la hauteur. Il voyait clairement l'architecture de leur relation. Il était un élément décoratif, pas un élément fondateur. Et il savait, avec une certitude aussi solide que du béton armé, qu'à un moment donné ils essaieraient d'officialiser ce statut. Ils devaient juste être patients et attendre qu'ils dessinent les plans eux-mêmes. Ils les laisseraient construire leur propre prison de supposition, brique après brique condescendante. L'organisation du mariage devint une leçon magistrale de la vision du monde d'Isabelle. Elle voyait leur mariage non pas comme un partenariat à construire, mais comme un événement à produire, un témoignage de son statut familial. Liam, qui concevait des espaces pour la connexion humaine, suggéra une cérémonie plus petite et plus intime. Un bâtiment historique magnifiquement restauré en centre-ville, peut-être, ou un lieu moderne et lumineux qui serait personnel et chaleureux. Isabelle avait rejeté l'idée avec un petit rire doux et compatissant. « Oh, chérie, c'est une gentille pensée. Mais il y a des attentes. Nous avons plus de 400 personnes rien que sur notre liste principale. Les associés de mon père, nos amis de la famille, nous ne pouvons pas simplement les entasser dans une petite salle. Nous avons déjà réservé la grande salle de bal de l'Astoria. » Chaque décision était le reflet de cette logique. Le traiteur fut choisi non pas pour la qualité de sa nourriture, mais parce qu'il était le plus cher et le plus exclusif de la ville. Les fleurs étaient acheminées par avion depuis la Hollande. Un fait qu'Isabelle mentionna avec une fierté désinvolte. Le groupe de musique était une formation célèbre qui nécessitait une petite armée de techniciens. L'avis de Liam était écouté avec un sourire patient puis rapidement ignoré. Ces suggestions étaient traitées comme les opinions pittoresques et peu éclairées d'un homme qui ne comprenait tout simplement pas l'échelle à laquelle opéraient les Vance. Il était un spectateur de la planification de sa propre vie. Le moment le plus humiliant survint lors d'une réunion sur le budget avec Isabelle et sa mère. Elle se tint dans le petit salon des Vance, un espace si impeccablement décoré qu'il ressemblait moins à une maison qu'à une exposition de musée sur la vie des riches. Un tableur était projeté sur un grand écran, détaillant des coûts qui donnaient le tournis à Liam, non pas à cause des montants, mais en raison de leur pure frivolité. Maintenant les finances, dit Eleanor d'un ton professionnel,
il est évident que papa et moi prendrons en charge la majeure partie des dépenses, mais nous avons pensé que ce serait un beau geste que tu contribues un peu, Liam, pour te sentir impliqué. Liam s'y était préparé. Il avait un chèque certifié dans la poche de sa veste. Il avait liquidé quelques actions d'un petit portefeuille personnel qu'il gardait exactement pour ce genre d'occasion. C'était une somme importante, suffisante pour acheter une petite maison dans de nombreuses régions du pays. Il savait que c'était un test, un moyen pour elle d'évaluer sa situation financière. Il posa le chèque sur la table basse en verre. J'ai économisé pour cela. Je veux contribuer autant que je le peux. Eleanor le ramassa, ses doigts parfaitement manucurés le tenant comme s'il s'agissait d'un artefact curieux. Elle jeta un coup d'œil aux chiffres puis regarda Isabelle. Un échange silencieux et fulgurant passa entre elles. Une lueur de pitié, une pointe d'amusement. Ce fut terminé en une seconde, mais Liam le vit. C'était le regard de quelqu'un à qui l'on remet la tirelire d'un enfant pour l'ajouter au fonds de fusion d'une entreprise. Isabelle se pencha et l'embrassa sur la joue, sa voix empreinte d'une douceur calculée. Liam, c'est tellement incroyablement généreux. Merci. C'est merveilleux. Elle se tourna ensuite vers sa mère. Cela peut couvrir la compte du quatuor à cordes pour l'heure du cocktail. N'est-ce pas, mère? Eleanor hocha la tête. Oui, je pense que oui. Une contribution parfaite. Merci, Liam. C'est l'intention qui compte. Le rejet fut absolu. Les économies de toute sa vie, source de fierté et symbole de son travail acharné pendant de nombreuses années, du moins dans la vie qu'il prétendait mener, furent reléguées au rang de notes de bas de page dans leur grande production. Il ressentit une bouffée de chaleur, une vague de colère qu'il réprima rapidement. Se mettre en colère était une réaction. C'était ce qu'elles attendaient. Au lieu de cela, il la canalisa en une résolution froide et dure. Il hocha simplement la tête, son visage un masque d'acceptation calme. Je suis heureux d'avoir pu aider. Plus tard cette semaine-là, le contraste entre ces deux vies ne fut jamais aussi frappant. Dans le monde des Vance, il était le cas social, le beau fiancé avec un cœur en or et des poches vides. Mais dans sa vraie vie, il était un titan. Depuis son appartement minimaliste, un espace qu'il avait choisi pour son anonymat et son efficacité tranquille, il dirigeait une entreprise mondiale. Les Vance auraient été choqués de le voir. L'appartement dont il s'apitoyait comme étant le meilleur qu'il puisse s'offrir était, en fait, l'une des dizaines de propriétés qu'il possédait à travers le monde. C'était son sanctuaire de concentration. Un soir, alors qu'Isabelle était à un essayage tardif pour sa robe de mariée sur mesure, Liam était en visioconférence sécurisée avec David Shen, son partenaire et directeur de l'exploitation de leur entreprise, Aethal Red Architects. Mais Aethal Red était bien plus qu'un cabinet d'architectes. C'était la vitrine publique d'Aethal Red Holdings, une société d'investissement privé que Liam avait fondée il y a 10 ans. Tout avait commencé avec ses propres revenus tirés de quelques projets colossaux au Moyen-Orient et en Asie, qu'il avait stratégiquement réinvestis dans des entreprises technologiques et biotechnologiques sous-évaluées. C'était maintenant un mastodonte. La dernière tranche d'action a été acquise ce matin. Dit David, son visage clair sur le grand écran qui dominait le bureau à domicile de Liam. Derrière David, on pouvait voir un bureau d'analyste en pleine effervescence, un contraste saisissant avec la solitude tranquille de Liam. Nous avons franchi le seuil des 51% à 10h42, heure de l'Est. Nous sommes désormais l'actionnaire majoritaire de Vance Innovation. Le conseil d'administration a été nerveux toute la journée. Les rumeurs volent, mais personne ne sait que c'est nous. Ils s'attendent à une offre publique d'achat hostile d'un concurrent. Liam regarda les graphiques complexes sur son écran, des flux de données qui représentaient des milliards de dollars d'actifs. Il n'était plus l'humble architecte. Il était un commandant observant son champ de bataille. Lors de la réunion du conseil d'administration, prévue pour vendredi matin, confirma David. Arthur Vance la présidera. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point d'être officiellement présenté à son nouveau patron. Le visage de Liam était sombre. Gardez tout secret jusqu'à ce moment-là. Pas de communiqué de presse, pas de fuite. Je veux que Monsieur Vance l'apprenne de moi personnellement. Liam, es-tu sûr de ça? Demanda David, la voix adoucie. David était plus qu'un partenaire. C'était le plus vieil ami de Liam, la seule personne qui connaissait toute l'histoire avec Isabelle. Cela va être brutal. Liam s'adossa, le regard lointain.
Ce sont eux qui ont choisi les règles de l'engagement, David. Ils ont clairement fait savoir que notre relation était une transaction. Ils ont évalué ma valeur et l'ont trouvée insuffisante. Je vais simplement leur fournir une évaluation plus précise. Il mit fin à l'appel et se dirigea vers sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il ressentit un profond sentiment de solitude. Il était un homme menant une double vie, coincé entre la femme qu'il pensait aimer et l'empire qu'il avait secrètement bâti. Les Vance le voyaient comme un homme qui avait besoin de leur richesse et de leur statut. La vérité était qu'il ne voulait rien de tout cela. Il ne voulait qu'Isabelle, la femme qu'il avait rencontrée à la galerie, celle dont il avait admiré l'esprit. Mais cette femme semblait avoir disparu, remplacée par une héritière obsédée par l'idée de se protéger d'une menace qui n'existait pas. Il avait espéré qu'elle le verrait, le vrai lui. Maintenant, il savait qu'elle ne le ferait jamais. Il faudrait le lui montrer. La convocation arriva un mardi, exactement une semaine avant le mariage. C'était un appel non pas d'Isabelle, mais de l'assistante personnelle d'Arthur Vance, une femme avec une voix si tranchante qu'elle aurait pu couper du verre. Monsieur Vance requérait la présence de Liam à son bureau le lendemain après-midi. Le sujet était les formalités financières préalables au mariage. Liam savait exactement ce qu'il attendait. On y était. Le moment où ils abattraient leurs cartes, convaincus qu'il avait une main perdante. Il arriva au siège de Vance Innovation le lendemain. Le bâtiment lui-même était un monument à l'ego d'Arthur, une tour vertigineuse de verre noir et d'acier qui dominait le quartier financier de la ville. À l'intérieur, le hall était une cathédrale de marbre et d'intimidation silencieuse. Les employés se déplaçaient avec une révérence feutrée, leur visage marqué par le stress des attentes élevées. Le nom de Liam fut vérifié par un agent de sécurité qui ne sembla pas impressionné, son regard s'attardant un instant sur la serviette en cuir simple et usée de Liam. Il était une anomalie dans ce monde de bagages de créateurs et de costumes sur mesure. Le bureau d'Arthur se trouvait au dernier étage, un espace caverneux offrant une vue panoramique sur la ville. C'était moins un bureau qu'une salle du trône. Arthur était assis derrière un bureau de la taille d'une petite voiture, et sur une chaise à sa gauche se tenait Isabelle. Elle était vêtue d'un tailleur strict mais élégant, les cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait moins à sa fiancée qu'à un membre junior d'une équipe de négociation hostile. Elle lui offrit un sourire crispé et nerveux à son entrée. « Liam, merci d'être venu », commença Arthur, sa voix exsudant une chaleur feinte et travaillée. Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau, plaçant Liam dans la position du suppliant. « Je vous en prie, asseyez-vous, nous avons quelques points à aborder, juste quelques formalités à régler avant le grand jour. » Isabelle remua sur sa chaise. C'est une pratique courante Liam pour une famille possédant des actifs importants. Sa voix était presque désolée, mais ses yeux étaient fermes. Elle était engagée sur cette voie. Arthur fit glisser un épais document relié en cuir sur la vaste étendue du bureau. Il atterrit avec un bruit sourd et définitif. C'est un contrat de mariage. Les avocats de notre famille l'ont rédigé. C'est assez simple. Liam le ramassa. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il regarda tour à tour Arthur et Isabelle. « Est-ce ce que tu veux, Isabelle ?» Elle soutint son regard, le sien inébranlable. « C'est ce qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de confiance. Ce sont les affaires. Cela protège la famille. Cela protège l'entreprise. Cela te protège même toi, d'une certaine manière. Cela indique clairement que notre mariage est une question d'amour, pas d'argent. » L'hypocrisie de la déclaration était à couper le souffle. Elle prétendait que ce document était la preuve que leur mariage n'était pas une question d'argent. Alors que son existence même était la preuve ultime que, pour elle et son père, il ne s'agissait que de cela. Liam ouvrit le dossier. Il lut les clauses avec le même calme méthodique qu'il appliquait à un plan complexe. Le langage était brutal, clinique et profondément insultant. Ce n'était pas juste un contrat de mariage standard. C'était une privation systématique de tous les droits qu'il pourrait avoir. Il n'aurait aucun droit sur aucun actif de la famille Vance, présent ou futur. Il n'aurait aucun droit sur la plus-value de tout actif pendant le mariage, même si son soutien à la maison permettait à Isabelle de faire avancer sa carrière. Il y avait une clause particulièrement irritante concernant la propriété intellectuelle, stipulant que toute idée ou concept qu'ils développeraient pendant leur mariage et qui pourrait avoir de la valeur pour Vance Innovation deviendrait la propriété exclusive de l'entreprise. Ils essayaient de s'approprier ses pensées mêmes.
Il lut pendant plusieurs minutes dans un silence complet. Le seul bruit dans la pièce était le faible bourdonnement du système de climatisation du bâtiment et le hurlement lointain d'une sirène provenant des rues en contrebas. Il pouvait sentir leur anticipation, leur tension. Ils attendaient l'explosion. Ils s'attendaient à ce qu'ils discutent, protestent, expriment son indignation et sa blessure. Ils étaient préparés pour un combat, armés de mots rassurants condescendants et d'une résolution inébranlable. Arthur brisa finalement le silence, se penchant en avant comme pour partager un grand secret. « Liam, je veux que vous compreniez, ce n'est pas personnel, ce sont juste de bonnes affaires. La famille Vance a bâti un empire sur 3 générations. Nous avons une responsabilité envers nos actionnaires, envers nos employés, de le protéger de toute complication potentielle. Je suis sûr qu'un homme pragmatique comme vous peut en comprendre la nécessité. » Isabelle ajouta sa propre réplique soigneusement répétée. « Bien sûr qu'il comprend papa. Liam n'est pas avec moi pour mon argent. » C'était une affirmation, mais cela tomba comme une question, un test final de son caractère. Elle le mettait au défi de lui donner raison en ne se défendant pas. Liam referma doucement le dossier. Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. Le silence dans la pièce s'étira, devenant lourd. C'était le moment, le calme avant la tempête. Il vit la certitude suffisante sur le visage d'Arthur et la résolution nerveuse sur celui d'Isabelle. Il croyait détenir tout le pouvoir, qu'ils dictaient leurs conditions à un homme sans aucun moyen de pression. Il n'avait aucune idée que ce silence n'était pas son choc, mais leur condamnation. Il prit une lente inspiration et leur donna une réponse qu'il n'avait jamais anticipée. « D'accord, dit-il, sa voix parfaitement calme. Où dois-je signer ? » Le choc dans la pièce fut une force physique. Le visage parfaitement impassible d'Isabelle se détendit, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Arthur, qui s'était penché en avant dans une posture de puissance magnanime, eut un mouvement de recul involontaire sur sa chaise. Ils avaient été préparés à une tempête d'émotions, à des disputes, à des supplications. Ils n'étaient absolument pas préparés à une soumission silencieuse. L'accord facile de Liam fut plus désorientant que n'importe quelle protestation n'aurait pu l'être. Il court-circuita toute leur stratégie. « Tu es d'accord ?» balbutia Isabelle. Sa voix une fraction de ton plus aigu que d'habitude. « Oui, dit simplement Liam. Tu as dit que c'était nécessaire pour protéger la famille. Vous avez dit que ce n'était pas personnel. Je vous crois. » Chaque mot fut prononcé avec une sincérité calme qui était tout à fait troublante. Il ne se comportait pas comme un homme qui venait d'être coincé. Il se comportait comme un homme accédant à une demande raisonnable. Arthur se remit plus rapidement, un sourire lent et triomphant s'étalant sur son visage. Il interpréta la soumission de Liam comme la capitulation prévisible d'un homme qui savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il avait voulu la fille, et c'était le prix d'entrée. Arthur avait gagné. « Brave garçon », tonna Théil, en tapant dans ses mains une fois. « Je savais que vous étiez raisonnable. Je te l'avais dit, Isabelle, Liam est un gars pragmatique. Il comprend comment le monde fonctionne. » Il débordait maintenant d'une bonhomie paternelle, la crise évitée, son pouvoir affirmé. « Eh bien alors, ça mérite un verre. Mais laissons l'encre sécher d'abord, voulez-vous » La signature officielle fut organisée pour 2 jours plus tard, le vendredi matin, non pas dans le bureau stérile d'un avocat, mais au domaine des Vance. C'était une autre démonstration de force calculée, une cérémonie de soumission mise en scène au cœur de leur empire. Elle était prévue juste avant le dîner de répétition du mariage ce soir-là, une dernière affaire à régler avant que les célébrations ne puissent commencer. Liam arriva précisément à l'heure convenue. Il n'était pas vêtu d'un costume de cérémonie, mais d'un pantalon sombre et bien coupé, d'une chemise blanche impeccable et d'un blazer gris sur mesure. Il avait l'air élégant, détendu, et plus confiant qu'il ne l'avait jamais vu. Ils prirent son sang-froid pour le soulagement d'un homme qui avait accepté son sort. Il portait la même simple serviette en cuir qu'il avait apportée au bureau d'Arthur. Ils se retrouvèrent dans le bureau d'Arthur, une pièce lambrissée de bois sombre et tapissée de livres reliés en cuir qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Un feu crépitait dans l'âtre, même si c'était une douce journée d'automne. L'atmosphère était lourde de l'autosatisfaction des Vance. Arthur, Isabelle et un notaire au visage de pierre attendaient. Liam, pile à l'heure, l'accueillit Arthur, faisant un geste vers un lourd bureau en chêne. Finissons avec ça. Le notaire, un homme qui semblait avoir été choisi pour son absence totale d'expression,
étala les documents sur le bureau. Il montra les lignes de signature avec un stylo en argent. Signé ici, et ici. Paraphé chaque page. Isabelle se tenait à côté de la cheminée, observant. Son soulagement était palpable. Le moment désagréable était presque terminé. Bientôt elle aurait son mariage, son beau mari, et sa fortune en sécurité. Elle avait réussi à compartimenter sa vie, comme toute bonne femme d'affaires devrait le faire. Liam s'avança vers le bureau. Il ignora le stylo en argent tendu par le notaire et sortit le sien. Le stylo plume noire mat, celui que les Vance avaient jadis silencieusement rejeté. Il le déboucha avec un léger clic. Le son était faible, mais dans la pièce silencieuse, il semblait inhabituellement fort, inhabituellement définitif. Il n'hésita pas d'une main ferme et fluide, il signa son nom sur chaque ligne. Sa signature était une œuvre de précision architecturale, forte, nette et sans ambiguïté. Il parapha chaque page, la plume du stylo faisant un léger bruit de grattement sur le papier épais. Quand il eut terminé, il repoussa l'épais document sur le bureau vers le notaire. « Voilà, dit-il, sa voix calme et claire. Votre protection est assurée. » Arthur rayonna, lui tapant sur l'épaule dans un geste de possession condescendante. « Excellent. Maintenant, le pire est derrière nous. Allons prendre ce verre. » Isabelle relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir et se dirigea vers lui. Un sourire sincère et radieux illuminant enfin ses lèvres. « Merci, Liam. Je savais que tu comprendrais. » Liam ne lui rendit pas son sourire. Il leva une main, un petit geste qui la stoppa net. Il se tourna vers sa serviette, qu'il avait posée sur une chaise à proximité. Il fit claquer les loquets et en sortit son propre dossier fin, relié en cuir. Il était presque identique à celui qui contenait le contrat de mariage, il le posa sur le bureau. « Maintenant, dit-il, sa voix perdant sa chaleur et prenant un ton froid et professionnel. Pour une petite affaire me concernant. » Isabelle laissa échapper un rire léger et cristallin. La tension du moment se brisant enfin. « Qu'est-ce que c'est, Liam? Ton propre contrat de mariage? Ne t'inquiète pas, je promets de ne faire aucune réclamation sur ta table à dessin ou ta collection de crayons. » Son ton était taquin, affectueux, mais contenait toujours cette note familière de condescendance. La supposition que ses actifs étaient négligeables. Presque comique comparé aux siens. Arthur gloussa avec elle. Un petit prêté pour un rendu. C'est de bonne guerre. Qu'est-ce que vous avez là, fiston? Une liste de vos biens les plus précieux. Liam ne sourit pas. Son visage était un masque de gravité sereine. Il regarda l'expression amusée d'Arthur puis celle souriante d'Isabelle. Et une profonde tristesse l'envahit. Il jouait encore à un jeu qu'il ne comprenait pas, riant au bord d'une falaise. Complètement inconscient de l'abîme à leurs pieds. « Ce n'est pas un contrat de mariage, dit-il, sa voix calme mais portant un poids immense qui fit instantanément taire le rire. C'est une déclaration et une courtoisie. » Il ouvrit le dossier. Les documents à l'intérieur étaient soigneusement organisés, marqués par des onglets aux étiquettes imprimées avec précision. Il ne les leur tendit pas encore. D'abord, il regarda directement Isabelle, puis Arthur, et il commença à parler. Sa voix n'était pas en colère. C'était la voix d'un homme exposant des faits irréfutables. La voix d'un historien relatant une série d'événements qui avaient déjà été déclenchés. Au cours de l'année écoulée, commença-t-il, nous avons tous fonctionné sur la base d'une série de suppositions. Vos suppositions à mon sujet. Vous supposez que parce que je conduis une voiture modeste, je suis un homme de moyens modestes. Vous supposez que parce que je vis dans un appartement simple, c'est tout ce que je peux m'offrir. Vous supposez que parce que ma profession, telle que vous la voyez, est le sel de la terre. Elle n'est pas particulièrement lucrative. Il fit une pause, laissant les mots faire leur effet. Il raconta le dîner chez eux. Sa voix plate et dénuée d'accusation, ce qui ne rendait le réquisitoire que plus puissant. Vous avez qualifié ma carrière de noble passe-temps. Vous avez eu pitié de ma contribution à notre mariage, assimilant les économies de toute ma vie au coût d'un quatuor à cordes. Il tourna ensuite pleinement son regard vers Isabelle. Tu as dit que ce document, il fit un geste vers le contrat de mariage que le notaire plaçait maintenant dans une enveloppe officielle, visait à préciser que notre mariage était une question d'amour, pas d'argent. Mais chaque action que tu as entreprise, chaque décision que tu as prise a été une question d'argent. De statut.
de protéger ce que tu as d'un homme que tu as fondamentalement mal jugé. Il prit le premier document de son dossier et le fit glisser sur la surface polie du bureau. C'était une seule page, un état consolidé des actifs. Arthur, son amusement depuis longtemps disparu, remplacé par une curiosité méfiante, le ramassa. Isabelle se pencha par-dessus son épaule pour regarder. En haut de la page figurait le nom Liam Alistair Croft. En dessous se trouvait une liste de participations, d'immobilier, de portefeuilles d'actions, d'investissements en capital risque, et au bas de la page, un seul chiffre, une valeur nette. Le souffle d'Isabelle se bloqua. Le visage d'Arthur se figea, ses yeux se plissant alors qu'il fixait la page. Le chiffre n'était pas seulement grand, il était astronomique. C'était un chiffre qui ne se contentait pas de rivaliser avec la fortune de la famille Vance. Il l'éclipsait d'un facteur 10. Arthur leva les yeux, le visage mêlé d'incrédulité et de fureur. Qu'est-ce que c'est? Une blague? C'est absurde. C'est un fantasme. Vous ne pouvez pas. Les chiffres sont vérifiables, audités par Deloitte au trimestre dernier, dit calmement Liam. Mais ce n'est pas le plus important. Mon principal actif ne figure même pas sur cette feuille de synthèse. C'est une société holding privée. Il fit une pause, laissant le silence s'étirer, soutenant le regard d'Arthur. Il prononça les mots suivants avec une précision calme et dévastatrice. L'entreprise s'appelle Aitil Red Holdings. Vous en avez peut-être entendu parler? Le sang se retira du visage d'Arthur Vance. C'était comme s'il avait été frappé physiquement. Aitil Red Holdings. Ce nom était un fantôme qui hantait son entreprise depuis des mois. Une société d'investissement mystérieuse, agressive et incroyablement bien capitalisée qui rachetait des actions de Vance Innovation sur le marché libre. C'était le fantôme dans sa machine, l'entité inconnue dont les actions avaient causé des nuits blanches à son conseil d'administration. Il avait dépensé une fortune en détective privé pour tenter d'identifier le responsable derrière Aitil Red, sans succès. Et maintenant ce responsable était assis dans son bureau, venant tout juste d'être forcé avec condescendance à renoncer à ses droits sur une fortune qui n'était qu'une infime fraction de la sienne. Isabelle était perdue. Elle regarda le visage livide de son père puis celui calme de Liam, son esprit luttant pour relier les pièces. Aitil Red, l'entreprise qui essaie de nous racheter, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, Liam? Travaillais-tu pour eux? L'idée que Liam puisse en être le propriétaire dépassait tellement son domaine de compréhension que son esprit ne parvenait même pas à formuler cette pensée. Le regard de Liam était fixé sur Arthur, l'homme qu'il avait appelé fiston tout en le traitant comme un domestique. Aitil Red Holdings n'a pas essayé de vous racheter, Arthur, le corrigea doucement Liam. Elle a réussi. Il laissa cette déclaration flotter en l'air un instant avant de continuer. Depuis 9h42 hier, Aitil Red Holdings a achevé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Vance Innovation. La transaction a été finalisée par le biais d'une série de sociétés écrans et de comptes offshore que vous n'alliez jamais retracer. Le conseil d'administration a été officiellement informé de ce changement d'actionnariat majoritaire ce matin par l'intermédiaire de son conseiller juridique. Je crois que le communiqué de presse officiel doit être diffusé sur les marchés demain matin pour éviter toute perturbation pendant la séance de bourse d'aujourd'hui. Un silence complet, dévastateur, étouffant. Le seul son était le crépitement du feu, qui semblait maintenant se moquer de l'effroi glacial qui s'était abattu sur la pièce. Le notaire restait figé, la main suspendue au-dessus du contrat de mariage signé, réalisant soudain qu'il était témoin de quelque chose de bien plus important qu'un contrat de mariage. La voix de Liam, lorsqu'il reprit la parole, était douce, presque triste. Donc, quand j'ai signé ce document, il fit un geste vers le contrat de mariage, renonçant à tout droit sur les biens de votre famille. Je l'ai fait avec une compréhension pleine et claire de sa signification. Je n'ai que faire de vos actifs, car en tant qu'actionnaire majoritaire et nouveau président du conseil d'administration de votre entreprise, Arthur, vos actifs, votre salaire, votre position même sont, d'un point de vue pratique, déjà sous ma direction. Il tourna finalement son regard vers Isabelle. Son visage était une toile de choc pur et absolu. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux écarquillés par une horreur qui commençait tout juste à se manifester. Les fondations entières de son monde, de son identité, de son sentiment de supériorité, avaient été pulvérisées en l'espace de 2 minutes. Tu voulais te protéger, dit Liam, sa voix teintée d'une ironie tragique.
Tu voulais construire un mur entre ta vie et un homme que tu pensais être inférieur à toi. Isabelle, tu as passé cette dernière année à insulter, rabaisser et humilier l'homme qui, depuis hier matin, signe ton chèque de paie. Et le vôtre, Arthur. Juste au moment où le choc d'Arthur commençait à se transformer en rage apoplectique, sa bouche s'ouvrant pour laisser échapper ce qui serait sûrement un rugissement de déni, la porte du bureau s'ouvrit sans qu'on frappe. Un homme entra, vêtu d'un costume gris foncé parfaitement coupé qui irradiait une autorité tranquille. C'était David Chen. Il tenait une tablette à la main. David fit un signe de tête respectueux à Liam, ignorant complètement les vents stupéfaits. Liam, désolé de t'interrompre. Les virements bancaires sont terminés. Le conseil a confirmé la réception des documents de transition et des nouvelles directives de l'actionnaire. Ils attendent ton allocution officielle, que nous avons programmée pour lundi matin. Il fit une pause, puis s'adressa enfin à Arthur, son expression froide et professionnelle. Monsieur Vance, dit-il, la voix sèche. Je présume que Liam vous a mis au courant du changement de direction. Le coup de grâce était absolu. La déclaration de Liam, qu'Arthur aurait pu essayer de rejeter comme un bluff monstrueux, était maintenant irrévocablement confirmée. L'arrivée de David, la récitation calme de la procédure d'entreprise. C'était indéniable. C'était réel. Le sol n'avait pas seulement tremblé sous leurs pieds. Ils s'étaient entièrement dérobés, les laissant dans une chute libre de leur propre création. Arthur Vance, le titan de l'industrie, se laissa retomber sur sa chaise, le visage lâche, les yeux fixant un avenir qu'il ne contrôlait plus. Le monde d'Isabelle, autrefois forteresse de certitude, s'était brisé en un million d'éclats scintillants. L'homme qu'elle était sur le point d'épouser, l'homme qu'elle avait pris en pitié et traité avec condescendance, n'était pas la personne qu'elle croyait. Il était un étranger. Un roi qui s'était fait passer pour un pauvre dans sa cour. Son esprit vacillait, essayant frénétiquement de retraiter la dernière année de sa vie à travers ce nouveau prisme terrifiant. Chaque plaisanterie condescendante, chaque geste dédaigneux, chaque moment de supériorité suffisante, était maintenant recadré comme une erreur de calcul monumentale et catastrophique. Son premier instinct ne fut pas la logique mais l'émotion. C'était le stratagème désespéré d'une personne dont le pouvoir venait d'être anéanti. La manipulation. Son visage se crispa, le choc se transformant en un masque d'amour blessé. Des larmes montèrent à ses yeux. « Liam, chéri, murmura-t-elle, faisant un pas vers lui, la main tendue. « C'est une blague ? C'est un test, n'est-ce pas ? Un test horriblement élaboré et cruel pour voir si je t'aimais vraiment pour toi-même. » Sa voix tremblait, une performance de blessure profonde. « Tu ne peux pas être sérieux. Je t'aime. Nous nous marions demain. » Liam la regarda, et pour la première fois, elle vit non pas l'homme doux et arrangeant qu'elle pensait connaître, mais un étranger aux yeux aussi vieux et inébranlables que le granit. La chaleur avait disparu, remplacée par un chagrin profond et inamovible. « Non, Isabelle, dit-il, sa voix dépourvue de malice, mais dépouillée de toute affection. C'était ton test, pas le mien. L'amour ne requiert pas un contrat de mariage conçu pour humilier l'autre personne. L'amour requiert le respect, et depuis tout le temps que nous nous connaissons, tu ne m'as jamais montré cela une seule fois. » Ces mots la frappèrent avec la force d'un coup physique. Elle tressaillit. Arthur, pendant ce temps, subissait sa propre transformation rapide. Le patriarche abasourdi était remplacé par l'homme d'affaires pragmatique et acculé. Son esprit, formé depuis des décennies à la gestion de crise, cherchait désespérément un moyen de pression, un angle d'approche, une issue. Il voyait le gouffre s'ouvrir devant son entreprise, son héritage. Il devait le refermer. Il se leva, lissant sa veste, tentant de récupérer un semblant de son ancienne autorité. « Fiston » commença-t-il, le mot sonnant maintenant creux et absurde. « Respirons tous un bon coup. Soyons raisonnables. Il y a eu un terrible malentendu, une rupture de communication. » Il contourna le bureau en essayant de créer une atmosphère de résolution de problèmes collaborative. « Nous pouvons déchirer ce document ridicule, dit-il en désignant le contrat de mariage comme s'il s'agissait d'un objet de mauvais goût que quelqu'un d'autre avait apporté dans la pièce. C'était une erreur, un excès de zèle de la part des avocats. Nous pouvons travailler ensemble. Toi, moi, en famille. » L'expression de Liam ne changea pas. Il avait anticipé ce basculement de l'arrogance vers l'apaisement. Il déploya le miroir moral, leur renvoyant leur propre logique.
Raisonnable, demanda-t-il la voix calme. Était-il raisonnable de supposer que j'étais un coureur de dot? Une menace pour votre fortune? Était-il raisonnable de me soumettre à un test de caractère que vous-même n'auriez jamais accepté? Vous m'avez dit, Arthur, dans votre propre bureau, que c'était juste de bonnes affaires. Et Isabelle m'a dit que notre mariage devait être une question d'amour, pas d'argent. Il fit une pause, laissant ces mots remplir la pièce silencieuse. Je suis d'accord, notre mariage aurait dû être une question d'amour, c'est pourquoi il ne peut pas avoir lieu. Et quant aux affaires, vous aviez raison, ce sont juste de bonnes affaires. Vous avez clairement défini votre position, maintenant je définis la mienne. La finalité de son ton déclencha une nouvelle réaction chez Isabelle, la colère. La panique et la douleur feinte cédèrent la place à une fureur désespérée et cinglante. C'était la rage des impuissants. Tu m'as trompé, s'écria-t-elle, la voix aiguë et accusatrice. Tu m'as menti pendant 1 an. Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Tu m'as observé. Tu m'as laissé me ridiculiser. Tout cela est de ta faute. C'était une dernière tentative désespérée de recadrer le récit, de se présenter comme la victime de sa tromperie, plutôt que comme l'auteur de sa propre chute. Mais l'accusation tomba à plat, incapable de trouver une prise sur le mur solide de son intégrité. Je ne t'ai jamais menti, Isabelle, affirma Liam, sa voix s'adoucissant à nouveau, maintenant teintée de la lassitude d'un homme qui a expliqué l'évidence une fois de trop. Je vivais simplement, je conduisais ma voiture, je vivais dans mon appartement, j'ai répondu honnêtement à chaque question que tu m'as posée. C'est toi qui as construit un fantasme autour de moi. Tu as vu ce que tu voulais voir, ce que tes préjugés te permettaient de voir. La tromperie, Isabelle, était entièrement la tienne. Il se tourna vers David, qui s'était tenu silencieusement près de la porte, un témoin silencieux et puissant. David, s'il te plaît, fais en sorte que le traiteur, le fleuriste et la salle soient informés de l'annulation. Paie tous les frais d'annulation dans leur intégralité, je ne veux qu'aucun des prestataires ne soit lésé par cela. Il allait déjà de l'avant, gérant les retombées avec une efficacité calme qui soulignait encore davantage son autorité. Isabelle le dévisagea, la réalité s'imposant enfin à elle, froide et absolue. Le mariage était terminé, sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Liam prit son dossier en cuir sur le bureau et le remit dans sa serviette. Les clics discrets des loquets sonnant comme la fermeture d'un cercueil. Il se tint devant eux, non pas comme un conquérant vengeur, mais comme un juge prononçant une sentence à la fois juste et inévitable. Le mariage est, bien sûr, annulé, dit-il formellement, comme s'il clôturait une réunion. Il regarda ensuite Isabelle, une lueur de l'homme qu'elle avait connu dans ses yeux. Une lueur de tristesse pour ce qui aurait pu être. Je ferai enlever mes affaires de l'appartement d'ici demain soir. Tu devrais probablement rester ici au domaine. Isabelle laissa échapper un sanglot étouffé, un son brut et désespéré. Non, Liam, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons réparer ça. Je peux réparer ça. J'avais tort. J'avais tellement tort. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. C'était la première chose sincère et non calculée qu'elle disait de toute la matinée, née de la pure terreur et de la perte. Il n'y a rien à réparer, Isabelle, répondit-il, la voix douce mais ferme. Les fondations sont pourries. Nous ne pouvons pas construire un mariage sur un socle de méfiance et de condescendance. Il s'effondrerait. Arthur, toujours pragmatique, vit que son dernier espoir n'était pas de sauver le mariage, mais de sauver sa carrière. Et l'entreprise, demanda-t-il, la voix tendue. Vance Innovation, qu'allez-vous faire? Allez-vous nous renvoyer? Détruire tout ce que ma famille a construit? Liam se tourna vers lui, son expression se durcissant une fois de plus pour devenir celle d'un président du conseil d'administration. Contrairement à vous, Arthur, je ne prends pas de décision commerciale fondée sur l'ego personnel ou des griefs mesquins. Vance Innovation est une entreprise fondamentalement saine avec de nombreux employés talentueux et travailleurs qui méritent une meilleure direction. Vous renvoyer, Isabelle et vous, par dépit serait leur rendre un mauvais service. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux d'Arthur. Vous conserverez tous les deux vos postes, continua Liam, et l'espoir devint plus vif. Pour le moment. Et avec ces 3 mots, l'espoir vacilla, plongé dans l'incertitude. Vos rôles et votre rémunération seront soumis à une évaluation complète de vos performances. Monsieur Chen supervisera ce processus à partir de lundi.
Il installera un nouveau directeur des ressources humaines et un responsable éthique indépendant au sein du conseil d'administration. Il n'avait pas terminé. De plus, j'attends qu'une présentation d'excuses publiques complète soit émise. Pas à moi, je n'ai besoin d'aucune excuse. Les excuses seront adressées aux employés de Vance Innovation. Des excuses pour la culture d'entreprise d'arrogance et de peur que vous avez cultivée. Des excuses pour les fois où vous avez traité des employés subalternes comme des domestiques personnels. Pour les fois où vous vous êtes approprié le mérite de leur travail. Pour les fois où vous avez privilégié les apparences au détriment des personnes. Le maintien de votre emploi dépend non pas de vos performances sur le marché, mais d'un changement démontré, authentique et soutenu de votre comportement. Pas seulement envers moi, mais envers chaque personne que vous considérez comme inférieure à vous. Ce fut un coup de maître. Ils ne se contentaient pas de reprendre leur entreprise. Il exigeait sa reconstruction morale. Il les forçait à affronter les défauts même de leur caractère qui avaient conduit à ce moment. Il jeta un dernier long regard à Isabelle. C'était un regard d'une profonde déception, mais qui cachait aussi, enfoui au plus profond, une once de possibilité. Le choix t'appartient, Isabelle. Tu peux apprendre de ceci. Tu peux ravaler ta fierté, faire une introspection et commencer le travail pour devenir une personne de valeur. Ou tu peux laisser ta fierté causer ta perte définitive. Tu as passé toute ta vie à soigner ton statut. Il est temps que tu commences à forger ton caractère. La véritable valeur ne se mesure pas à la taille d'un fonds en fiducie. Elle se mesure à l'intégrité. Sur ce, il se retourna et sortit du bureau. David Chen fit un signe de tête sec au Vance abasourdi et le suivit, refermant doucement la porte derrière eux, laissant Arthur et Isabelle seuls dans les ruines de leur monde doré. Les 6 mois qui suivirent furent une étude en matière de révolution tranquille. Le nom sur le bâtiment indiquait toujours Vance Innovation, mais son âme était en train d'être reconstruite de fond en comble. Liam, en tant que nouveau président, était un fantôme dans la machine. Il visitait rarement le bureau, préférant diriger le navire par l'intermédiaire de David Chen et des nouveaux membres indépendants du conseil qu'il avait installé. Son style de direction était l'antithèse de celui d'Arthur. Il promut des personnes talentueuses au sein même de l'entreprise, des individus qui avaient été ignorés pendant des années parce qu'ils ne jouaient pas au jeu politique. Il instaura des grilles salariales transparentes et un solide programme de mentorat. Il transforma la salle à manger de la direction au dernier étage en une cafétéria subventionnée pour les employés. La peur qui avait imprégné les couloirs fut progressivement remplacée par un sentiment hésitant, puis croissant, d'optimisme et de détermination. Arthur Vance était un homme à la dérive. Dépouillé de son autorité absolue, il fut forcé de collaborer, d'écouter, de justifier ses décisions devant un conseil qui ne lui obéissait plus. Dans les premières semaines, il s'irrita de cette nouvelle réalité, sa fierté blessée. Mais au fil des mois, une chose étrange se produisit. Libéré de la pression d'être le patriarche infaillible, il commença à se concentrer sur le travail lui-même. Il redécouvrit la passion pour l'innovation qui l'avait poussé à créer l'entreprise en premier lieu. Il devint un conseiller étonnamment efficace. Ses décennies d'expérience désormais tempérées par une humilité nouvelle. Sa relation avec Liam se déroulait par le biais d'appels vidéo hebdomadaires formels. Elle était professionnelle, respectueuse, et entièrement dénuée de la fausse familiarité qu'il avait jadis tenté d'imposer. Il apprenait, lentement et douloureusement, à respecter l'homme qu'il avait autrefois si négligemment rejeté. L'histoire d'Isabelle fut plus complexe. Elle n'emprunta pas la voie de la moindre résistance. Dans la période qui suivit immédiatement, elle avait enragé, elle s'était désespérée, et elle avait essayé tous les outils de son arsenal. Des menaces légales aux appels larmoyant tard dans la nuit, pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Liam ne prenait jamais ses appels. Il donna pour instruction à ses avocats de gérer les siens. Confrontée à un mur de silence implacable, elle finit par craquer. Elle prit un congé prolongé de l'entreprise. Les pages mondaines bruissaient de rumeurs, mais pour la première fois de sa vie, Isabelle s'en fichait. Elle disparut des galas, des bals de charité, de tout le monde scintillant qu'elle avait autrefois habité. Elle vendit sa voiture de sport voyante et son appartement terrasse, qui était à son nom. Elle emménagea dans un petit appartement simple en centre-ville. Puis elle fit quelque chose que personne, et encore moins elle-même, n'aurait pu prédire. Elle commença à faire du bénévolat dans une soupe populaire de l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. C'était un travail éreintant et source d'humilité. Elle faisait la vaisselle, passait la serpillière,
et écoutait les histoires de gens dont les vies étaient à un univers de la sienne. Elle vit la vraie détresse, la vraie résilience. Ses propres problèmes, qui lui avaient autrefois semblé si monumentaux, se révélèrent n'être que les angoisses futiles des privilégiés. Pour la première fois, elle était appréciée non pas pour son nom ou son apparence, mais pour le simple fait d'être présente et utile. Lentement, laborieusement, elle commença à se construire une nouvelle identité, fondée non pas sur le statut, mais sur le service. Un soir, 6 mois après ce jour fatidique dans le bureau, Liam était assis dans son propre bureau. C'était un espace qu'il avait conçu lui-même au sommet d'un nouveau gratte-ciel respectueux de l'environnement que son entreprise venait d'achever. La vue était encore plus spectaculaire que celle de l'ancien bureau d'Arthur, mais elle semblait différente. Elle semblait méritée. Sur son bureau se trouvait une simple lettre manuscrite. L'enveloppe était simple, l'écriture élégante, mais sans fioriture. C'était de la part d'Isabelle. Il l'ouvrit. Ce n'était pas un plaidoyer pour une réconciliation. Ce n'était pas une excuse. C'étaient des excuses simples, sincères et profondément honnêtes. Liam, commençait-elle. J'ai écrit et déchiré cette lettre 100 fois, car je suis désolé me semble trop faible pour les dommages que j'ai causés. Ce n'était pas un malentendu. C'était une défaillance de caractère. De mon caractère. J'ai vécu ma vie dans une bulle, et j'avais tellement peur qu'elle n'éclate que je ne pouvais rien ni personne voir clairement. Tu avais raison. Je t'ai jugé. Je t'ai testé. Et j'ai été incapable de voir l'homme incroyable qui se tenait juste devant moi. J'étais aveugle, et je suis tellement désolé pour la douleur que mon aveuglement t'a causé. Tu m'as enlevé mon entreprise, mon statut, et mon avenir tel que je le voyais. Et ce faisant, tu m'as donné la seule chose dont j'ai jamais vraiment eu besoin. Une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Merci pour cette leçon douloureuse et nécessaire. Je ne sais pas si je mérite la rédemption, mais j'essaie chaque jour d'en être digne. Je ne te souhaite que du bonheur, Isabelle. Liam plia la lettre et regarda la ville tentaculaire en contrebas. Il ressentit un pincement de tristesse pour l'amour qui avait été perdu, pour l'avenir qui s'était évaporé en fumée. Mais il ne ressentit aucune amertume. Sa victoire n'avait pas résidé dans leur chute, mais dans la possibilité de leur rédemption. Il n'était pas devenu cruel ni vindicatif. Il s'était accroché à son intégrité, et ce faisant, les avait forcés à trouver la leur. La justification n'était pas dans leur humiliation, mais dans l'espoir de leur évolution. Il avait prouvé que la véritable force ne consiste pas à afficher sa domination, mais à avoir la patience et le caractère de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. La personne la plus silencieuse de la pièce est souvent la plus puissante. C'est une puissante leçon sur le fait de juger les gens sur leur caractère plutôt que sur leurs apparences. La véritable valeur est quelque chose que l'on construit en soi-même, pas quelque chose dont on hérite. Qu'en pensez-vous? Les excuses d'Isabelle semblaient-elles sincères? Méritait-elle la seconde chance qu'elle essayait de se créer, même si ce n'était pas avec Liam? Nous aimerions beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent d'aller voir plus loin. Merci de vous être joints à nous.